Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une économie fascinante et pleine de contrastes. Le Ghana. Oui, bonjour. Un pays qui est le premier producteur d'or en Afrique? Exactement. Et aussi un poids lourd économique en Afrique de l'Ouest, mais, et c'est là le paradoxe, il fait face à d'énormes défis liés à l'eau. Tout à fait. Malgré des ressources comme l'immense lac de Volta, hein. C'est ça. Alors pour en parler, on s'appuie sur une étude de marché assez détaillée. Oui, une analyse très complète qui couvre le profil du pays, son économie bien sûr, mais aussi des secteurs clés. Comme l'agriculture, les mines, le BTP, Les hydrocarbures, la sécurité civile aussi, et surtout, le point qui nous intéresse aujourd'hui, le marché de l'eau et de son stockage. Notre objectif, c'est donc d'extraire l'essentiel de cette étude, comprendre le paysage ghanéen, les dynamiques et pourquoi cette gestion de l'eau, spécifiquement le stockage, est si cruciale. avec ses défis mais aussi ses opportunités bien sûr. Allez, on commence par l'économie. Un petit aperçu. Le Ghana, donc, deuxième puissance économique ouest-africaine. C'est ça. Et avant le Covid, on avait une croissance vraiment solide, 6,5% en 2019. Pas mal. Et après? Une reprise assez rapide était prévue, autour de 4,7% pour 2021. Faut voir comment ça a évolué depuis, mais la tendance était là. Et la population? 31 millions d'habitants. C'est jeune, dynamique, avec une classe moyenne qui grandit. Intéressant. Et la structure de cette économie? L'étude détaille ça? Oui, et c'est là qu'on voit une certaine dualité. Les services, c'est le plus gros morceau du PIB, plus de 42%. D'accord. Mais attention, c'est l'agriculture qui emploie le plus. Quasiment 30% de la population active. Ah oui, quand même. C'est un écart important entre la contribution au PIB et l'emploi. Tout à fait. Et côté commerce, le Ghana est un partenaire non négligeable. Pour la France, par exemple, c'était le quatrième marché non francophone en Afrique subsaharienne en 2020. On leur vend quoi principalement? Des équipements, des produits agroalimentaires, et on importe de chez eux du pétrole et bien sûr des produits agricoles comme le cacao. D'accord. Et pour une entreprise qui voudrait s'y implanter, le climat des affaires, l'étude mentionne une stabilité politique, c'est un bon point. Oui, c'est un atout reconnu, cette stabilité. Mais Mais l'étude souligne aussi la persistance de risques de corruption. Donc la stabilité, c'est bien, mais ça ne suffit pas. il faut être prudent. Il faut surtout une approche partenariale. Bien connaître le terrain, s'entourer. C'est pas un marché où on peut débarquer sans préparation, quoi. Une vision long terme est nécessaire. Compris. Venons-en à l'eau maintenant. Ce fameux paradoxe. D'un côté, le lac Volta, des fleuves, une abondance théorique. Oui, Et de l'autre, un accès difficile, inégal, surtout dans le nord, si j'ai bien compris. exactement. Le nord, c'est la zone la plus touchée par le stress hydrique saisonnier. L'étude chiffre ça à 50%. Près de 50% de la population là-bas n'a pas un accès fiable à l'eau potable. La moitié. C'est énorme. Et comment les gens font au quotidien? Est-ce qu'ils traitent l'eau? Très peu. Seulement 5% des ménages traitent l'eau à domicile. Beaucoup collectent l'eau de pluie. Ah oui, c'est une solution. C'est une pratique courante, mais le potentiel est sous-exploité. Il manque clairement des techniques, des infrastructures simples pour stocker et utiliser cette eau de pluie plus efficacement. Surtout pour passer la saison sèche. D'accord. Et cet accès limité à l'eau, j'imagine que ça impacte fortement les secteurs économiques. L'agriculture, par exemple. Ah oui, l'impact est direct. L'agriculture, on l'a dit, c'est 52% de l'emploi et 20% du PIB. Et c'est un secteur très gourmand en eau. Vous avez des chiffres? Oui, prenez le cacao, la culture emblématique. C'est environ 20 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de fèves. 20 000 litres. Oui, le riz, c'est autour de 4 à 5 000 litres par kilo. Pour l'huile de palme, l'irrigation est indispensable en saison sèche. L'élevage dépend aussi beaucoup des forages, des points d'eau. Donc, oui, le manque d'eau, ça freine tout. Et ce n'est pas tout, les mines. Le Ghana est numéro 1 pour l'or en Afrique, hein. Oui. Ça consomme énormément d'eau pour le traitement, le transport du minerai, pour abattre la poussière. Et le pétrole, ils en produisent aussi. Cinquième producteur en Afrique subsaharienne. Et là, il faut injecter de l'eau pour extraire le pétrole. On parle de 1 à 3 barils d'eau pour chaque baril de pétrole. Incroyable. Le BTP aussi, j'imagine? Bien sûr, le secteur de la construction est en plein essor, avec des gros projets immobiliers comme Apollonia City près d'Accra. Tout ça demande un accès à l'eau fiable et en quantité. Même la sécurité civile est impactée. Oui, l'étude le mentionne. Les services d'incendie, le GNFS, sont souvent limités. La moitié des bandes d'incendie seraient hors service, le matériel est parfois vétuste, et l'accès à l'eau pour lutter contre le feu est un vrai problème. Ça nous mène tout droit à la question du stockage. Si l'eau est si cruciale et parfois rare,
Comment est-elle stockée actuellement? Alors ça, c'est un point vraiment central de l'étude. Le marché est complètement dominé par les cisternes locales en plastique rigide. Celle qu'on voit partout? Les polytanks? Exactement. Polytank, c'est le leader, ils ont 80% du marché. Ils produisent quelque chose comme 100 000 unités par an. On voit aussi beaucoup les bidons jaunes, les coups-fours-gallons. Mais ces solutions locales, elles ont une limite. Oui, et c'est le problème, la capacité. Ces cisternes en plastique, même les plus grandes, elles dépassent rarement 30 mètres cubes. 30 mètres cubes, c'est vite limité pour une usine, une grande exploitation agricole, ou même les pompiers, hein. Précisément, pour les gros besoins dont on vient de parler, mines, BTP, irrigation, industrie, réserve incendie, ces capacités sont insuffisantes. Ça crée un vrai goulot d'étranglement. Et les solutions de plus grande capacité, comme les citernes souples par exemple, Eh bien, elles sont quasiment inconnues ou en tout cas pas distribuées localement de manière structurée. L'étude note quelques importations directes, souvent pour le secteur pétrolier. venant d'où? D'Italie avec Emiliana Serbatoi ou d'Afrique du Sud, Flexitank Systems. Mais ce sont des concurrents indirects, ce n'est pas une offre de masse sur le marché ghanéen. Donc la concurrence directe, c'est entre les fabricants locaux de plastique. Oui, Polytank, Duraplast, Syntex, Polystar. Il y a aussi Abeco qui fait des citernes en acier sur mesure, mais ça reste spécifique. L'opportunité semblait donc évidente. Ah oui, elle est flagrante. On a une demande qui explose. La démographie, l'industrialisation, le BTP, la modernisation de l'agriculture, les besoins de la sécurité civile. Et en face, une offre de stockage de gros volumes qui est quasi inexistante localement. C'est exactement ça. Il y a un décalage énorme. Il y a des financements qui existent pour des projets liés à l'eau et l'assainissement, via l'USAID par exemple, ou des projets spécifiques, comme le projet Keta. Pour résumer, on a donc un potentiel économique ghanéen qui est bien réel, mais qui est en quelque sorte freiné par ce défi majeur de la gestion de l'eau. Oui, Et ce défi est lui-même aggravé par un marché du stockage qui est pour l'instant limité aux petites capacités. tu as des répercussions sur tous les secteurs clés en effet. L'inadéquation entre les besoins croissants et l'offre actuelle, c'est vraiment le nœud du problème. Et c'est sans doute aussi là que se nichent les opportunités. Tout à fait. Bon, ça nous laisse matière à réfléchir. Si on considère tous ces besoins urgents et très variés pour du stockage d'eau à grande échelle, que ce soit pour les mines, le BTP, l'agriculture intensive ou même la sécurité civile, et cette absence de solutions locales adaptées, comme les citernes souples, Hmm. par où commencer? Quel secteur ou quelle application spécifique pourrait être la porte d'entrée la plus stratégique pour introduire ce type de technologie au Ghana, en tenant compte de la demande la plus pressante et peut-être des initiatives de développement qui sont déjà en cours? C'est une excellente question pour ouvrir la perspective, oui. Une piste à creuser. Merci beaucoup pour cet éclairage et merci à nos auditeurs.